Bonjour, mon nom est Estelle Borgia, je suis directrice du groupe conseil GST. Il me fait plaisir de vous présenter une conférence d'environ 2 heures sur la gestion du stress et des émotions. Cette conférence a pour but de vous aider à identifier les causes de votre stress et vous permettre d'entamer, tout brièvement, superficiellement, je l'accorde, les moyens avec l'approche émotive-rationnelle pour apprendre à gérer votre stress émotionnel causé par vos interprétations, vos idées, vos croyances. Je vous souhaite une bonne démarche, bonne écoute de cette conférence. La structure de la conférence est comme celle-ci, est en 2 parties. La première partie, on va aller sur la théorie du stress et ses causes. Et la deuxième partie, elle va être davantage comment gérer son stress, surtout émotionnel, et on va vous proposer des outils concrets pour le faire. Alors, c'est pour but de connaître la définition du stress, comprendre les liens entre le stress et les émotions et comprendre les concepts de base en gestion des émotions et connaître les outils de gestion. On va faire quelques statistiques, mais vous les avez, ces statistiques-là, dans votre document. Mais rapidement, ce qu'on peut dire, on dit que les femmes sont 2 fois plus à risque que les hommes et qu'on dit que le taux d'hospitalisation des 65 ans et plus, c'est dû à des problèmes anxieux. Et ce qui est assez marquant dans les statistiques, c'est que les troubles anxieux, vous ne les voyez pas en arrière, hein? Mais les troubles anxieux sont le trouble de santé qui est, lui, la santé mentale le plus fréquent chez les enfants. On se dit, wow, il est temps qu'on agisse pour les aider. Jusqu'à date, je ne pense pas que vous avez des questions, mais moi, je vous pose la question, est-ce que vous savez c'est quoi le stress? Oui? OK. On va voir ça ensemble si vous avez la même définition que moi. Alors, le stress, c'est un ensemble de réactions qui soient soit psychologiques, physiologiques, et ça, c'est face à des stimulus, c'est-à-dire tout agent agresseur, puis on va voir qu'il y en a plusieurs agents agresseurs. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on vit du stress? C'est que la première chose qui arrive, c'est qu'on perçoit le stress. On a tous des capteurs, nos sens, qui vont percevoir, notre organisme va traiter, et ensuite, on a une panoplie de réactions physiques, psychologiques et comportementales. Ça va jusque-là? L'ensemble de la réponse, on va appeler une réponse d'adaptation personnelle. Chaque personne, on a une façon de répondre personnelle, mais c'est donné à tout le monde de répondre au stress. OK? Comment ça se passe? Il y a un stimuli, n'importe quoi. Disons, un alarme sonne. Ici, on sonne l'alarme, on est dans un beau drap, si l'alarme de feu sonne. On perçoit ici le système d'alarme ou l'alarme qui sonne par l'ouïe et on va instantanément, il y a une codification qui est faite, danger. Êtes-vous d'accord? OK. À partir de là, la réponse au danger, qu'est-ce qui se passe? Le danger est perçu et là, il est traité par un système qu'on appelle le système nerveux. Je ne veux pas être avec vous autres des spécialistes médicaux, là, mais le système nerveux, on va le voir, c'est un système sympathique et parasympathique. Quand le système nerveux donne l'alarme, il y a des réactions physiques et physiologiques, des réactions psychologiques émotives, ce qui entraîne la réaction. Qui n'a pas, face à un stress, soit figé sur place ou se sauver, prendre la fuite. Êtes-vous d'accord? C'est un ou l'autre. Le parasympathique, lui, c'est lui qui nous prépare. C'est le booster. On se veut sauver avec le parasympathique. Alors que le contraire, le sympathique, lui, va nous calmer. C'est-à-dire que ça va être un ralentissement général de l'organisme qui va provoquer. Ça va? Les phases du stress, selon Anne Sellier. Anne Sellier, c'est celui qui a développé en 1956, je crois, dans ces environs-là, les phases du stress.
Premièrement, il y a une alarme. On perçoit. Et là, les forces, comme on disait, sont soit se défendre ou la fuite. Sont mobilisées. C'est-à-dire que toute l'énergie de notre corps s'en va pour fuir. Fait que tout le système digestif, il n'y a plus d'énergie là. On s'en va pour se sauver. Alors, notre énergie s'en va vers les mécanismes pour mobiliser notre effort pour se sauver ou affronter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance. Qu'on a dit la phase de résistance. On tient un bout de temps face à cette situation-là. Et ensuite, bien sûr, on va s'attendre qu'il y ait une phase d'épuisement si le stress ou la période dure assez longtemps. Notre pouvoir d'adaptation, c'est-à-dire notre pouvoir de vivre ce stress-là, on a un pouvoir limité. Comme les batteries qu'on a, on achète nos téléphones cellulaires, est-ce que toutes les batteries ont la même vie? Des fois, on se fait avoir, on pense qu'on a des batteries pour 3-4 ans, mais on achète le cellulaire, après 6 mois, 1 an, notre batterie est complètement, elle ne charge plus. Même si on charge, elle se décharge, puis elle ne prend plus la charge. Mais notre corps, c'est la même chose. On a une certaine quantité d'énergie, puis à force de vivre du stress, on élimine nos chances, notre temps, on raccourcit notre temps de vie. Alors, c'est pour ça qu'il est sérieux qu'on puisse faire attention pour gérer le stress. Alors, on dit que la plupart des chercheurs qui s'intéressent au stress s'accordent pour dire que le syndrome général d'adaptation, c'est lui qui est le titre, là, qui est approprié pour parler de la réponse, au contraire. À chaque personne, on a ce qu'on appelle un syndrome général d'adaptation, qui est personnel à chacun. Les racines, maintenant. D'où c'est que ça vient? Comment ça se fait qu'on vit ça, ce stress-là? C'est intéressant de savoir que ce n'est pas juste de nos parents. Les peurs ancestrales ont assuré notre survie. Et là, ils sont devenus des instincts. C'est pour ça qu'on réagit rapidement. Parce que ça fait partie de notre bagage génétique. Un peu comme une graine contient en elle-même toute l'arbre, hein, qu'on dit. Prenez une graine d'un pain, si vous la regardez de proche, le pain est à l'intérieur. Bien, on a dans notre bagage génétique cette réaction, les racines de nos peurs. D'ailleurs, l'agoraphobie, les phobies sociales, les troubles obsessionnels compulsifs ont des racines dans ces peurs ancestrales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire, mais ça veut dire qu'ils sont là, par exemple. Est-ce que vous autres, vous craignez les serpents? Qui craint les serpents ici, là? Est-ce qu'ils vous ont déjà mordu? Ah, bien, regardez, non, là. Ah, il est passé proche, un peu plus proche. Vous n'avez pas peur? Ah, vous ne réagissez pas trop avec anxiété. Mais pourtant, regardez, il y a des gens qui se font traiter. Ah, qui fait un peu de stress là-dedans. Hein? Des réactions. OK. Est-ce que vous craignez les couteaux? Ah oui, il y en a qui ne craignent pas pantoute. Hein? Puis pourtant, les couteaux ont coupé bien plus de monde que de serpents ont mordu des gens ici au Québec surtout. Hein? Pourquoi? Bien, parce que justement, on a des réactions au stress. Quand on est une personne qui est stressée, on pense en termes absolus. Peut-être vous allez vous reconnaître. Est-ce que vous avez tendance à dire toujours, jamais, tout le temps? Est-ce que vous avez tendance à dire sans erreur et sans faille? Il faut que ça soit parfait. Vous avez tendance là. Peut-être que vous avez des indices d'avoir un stress. Vous êtes-vous en train de dire vite, 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 et parfaitement surtout. Vous avez ça là en idée, là, dites-vous que vous avez probablement une dose de stress assez importante. Je me trompe? Non, c'est pas pire. Je suis dedans? Oui, OK. En plus, on dit que les personnes les plus stressées ont habituellement, une faible estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire la tendance à se dévaluer. Hein? On a aussi une faible capacité d'adaptation, c'est-à-dire quand il arrive des situations, on a de la misère à s'adapter. On est des personnes qui ont tendance à être inflexibles, des personnes plutôt intransigeantes. Et généralement, on a une faible résistance à la frustration. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas à notre goût, ça fait... Ça veut dire qu'il y a du stress à quelque part.
OK? Les symptômes, on va les passer rapidement, mais vous savez, migraine, insomnie, épuisement, les problèmes gastro-intestinaux, les troubles cardiaques et circulatoires sont souvent associés à des problèmes de stress. Les symptômes, bien, on va somatiser, c'est-à-dire que nos problèmes de stress vont se transformer dans notre corps, soit par des réactions de gain, perte de poids, maux de dos, maladies, etc. Il y a aussi des réactions comportementales. Si vous avez un manque de motivation, vous avez de l'évitement ou une confrontation agressive, vous avez tendance à avoir des relations interpersonnelles difficiles, bien, probablement que c'est des symptômes que vous avez qui disent « Ouh, faites attention, vous avez probablement un bon stress. » Un bon, je dirais pas bon, hein? Un haut niveau de stress, plutôt. Comment gérer notre stress? Bien, on peut enrayer les symptômes ou éviter les situations. Moi, je vois souvent des gens à mon bureau qui me disent « Moi, j'ai vécu... » Comment tu régles ça? Bien, ils ont quitté la situation. Ils ont quitté la job, ils ont quitté le conjoint. On dit « C'est lui qui me stresse, m'en va. » Mais ça a l'air qu'elle n'a pas réglé son problème, cette petite madame-là, là. On quitte? Est-ce la meilleure façon? Non. Comprendre, surtout apprendre à gérer le stress sur lequel on a un pouvoir ou un contrôle. On va voir comment. Entre-temps, je vais vous parler du stress post-traumatique. Plusieurs d'entre vous probablement avez vécu et vous vivez sans vous en rendre compte, vous avez peut-être ces réactions-là. C'est une peur intense ou un sentiment d'impuissance face à une menace ou son intégrité physique ou le risque de mourir, vous avez fait face à ça. Exemple, vous avez eu un accident de voiture ou vous avez fait face à un hold-up. On le sait, hein, les gens, là, les caissières, ou un accident de travail ou un désastre naturel. Qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais ce stress-là, on va l'appeler un stress post-traumatique. La situation arrive, on vit un stress important, mais après, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on revit. Alors, dès qu'une situation qui est là, ça nous rappelle le trauma. Puis on ne se rend pas compte, mais on cherche à éviter, volontairement ou involontairement, on cherche à éviter tout ce qui pourrait nous rappeler la situation qui était pour nous autres l'occasion de stress. Alors, la personne se retrouve en état d'alerte. C'est comme tout ce qui arrive est juste là, est en hypervigilance. Ça, c'est les symptômes d'un stress post-traumatique. Et les troubles en parallèle, bien, on dit qu'une personne, de 30 à 80 de ces personnes-là, ensuite, ont présenté ce qu'on appelle un épisode dépressif. Et d'autres troubles, soit les lassitudes, la fatigue, des troubles anxieux, des problèmes de santé généraux, des troubles de sexualité, des abus de drogue, d'alcool. C'est pas surprenant de savoir que des gens qui ont été à la guerre, exemple, ils reviennent. Ils sont encore en réaction. Ils se voient régulièrement dans ces situations extrêmes là, où leur vie a été mise en danger. Et c'est très courant plutôt de voir ces gens-là consommer de l'alcool et des drogues pour soulager leur stress. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous avez sûrement entendu parler, vu des films ou des reportages qui en parlaient. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire que c'est pas pire expliqué. OK, on continue. Ça va bien l'allure. Une question. Parmi les symptômes, parmi les chocs qu'on a pu vivre. Les chocs, oui. Donc, il y a les accidents, oui. agressions sexuelles, etc., oui. etc. Mais quand quelque chose a été vécu, quoi que ce soit, à l'âge de 2, 3, 4, 5, 6... On va en parler. Je vous arrête là. On va en reparler, ce ne sera pas là, vous allez le retrouver. Ah, je rentre chez moi, alors. Non, vous n'avez pas besoin de... Rentrez pas, vous ne saurez pas la réponse. Si vous retournez chez vous, vous n'aurez pas la réponse. Alors, on va voir maintenant les causes du stress. Les réactions physiques et physiologiques sont causées soit par des facteurs externes. Des réactions psychologiques et émotionnelles sont causées par quoi? Par des facteurs environnementaux, sociaux et culturels.
C'est-à-dire qu'on arrive plusieurs facteurs externes qui peuvent causer notre stress et il y a des facteurs environnementaux, sociaux et culturels qui vont causer un autre aussi du stress. Et on va travailler, on va regarder la psychodynamique pour répondre à la question de madame, ça fait partie de ça. OK? Facteurs biologiques. Dans la période où on vit soit une grossesse, ou une puberté, ou le prochain, ménopause, ou les SPM. Pourquoi, dans ces périodes-là, on vit du stress? Parce qu'il y a une modification des hormones des androgènes. Fait que les gars là, qui disent « Pourquoi tu es stressé? » Vous pourrez leur répondre à partir d'aujourd'hui. « C'est à cause de mes hormones. » Puis prenez donc le mot « endogène ». OK? Fait que, ils ne sauront pas c'est quoi, mais au moins, ils vont vous laisser tranquille. Il peut y aussi y avoir des troubles. Il peut y avoir des troubles génétiques, des carences. Il peut y avoir la prise de substances exogènes, ça veut dire ce qu'on met à l'intérieur. Androgène, c'est déjà à l'intérieur. Exogène, on l'ajoute. Et alcool, drogue, médicaments, caféine. On ne sait pas, mais je pense qu'on se doute que ces fameuses boissons là, énergisantes, là, je ne sais pas s'il y en a qui en prennent ici, là, mais prenez garde. Prenez garde. À l'intérieur, il y a de la caféine. Il y a à peu près la valeur de 8 cafés dans une bouteille. Fait que je ne sais pas si vous aimez ça, le café. Rendu à 41 plus, moi, je vous dis, évitez-le presque complètement, parce qu'il est reconnu que les personnes de 40 ans et plus qui prennent cette boisson-là, à plus de 2 à 3 boissons, il y en a qui en prennent 2-3 par jour, le risque des crises de cœur, au moins des réactions et des débalancements, des fibrillatoires, des crises. Là, des... Oui. Juste si on a 40 ans, là, ça passait aux nouvelles. Oui, mais je parle encore plus. Okay, encore plus. Oui. Qui ont été, Crise... Oui, exactement. Puis en plus, l'autre problème, c'est parce qu'il y a bien du sucre. Pas aidant, bien. Puis selon les études, une de mes collègues de Laval me disait justement que à l'intérieur de ces boissons-là, c'est que le sucre qui est consommé par nos jeunes va devenir le problème majeur de santé dans quelques années. Diabète et compagnie. Alors, l'environnement, vous savez comme moi, là, que dans l'environnement, la pollution, les bruits, les sirènes, les alarmes, l'aboitement, qu'on peut avoir le contrôle de la musique à haut fort niveau. Imaginez-vous les jeunes qui ont presque les haut-parleurs sur les oreilles, là. C'est des occasions de stress assez importantes. Si vous faites ça avec la bouteille en plus de Red Bull, là, on vient de mixer bien des éléments. Hein? Aussi, la mauvaise forme physique, le manque de repos, le manque de sommeil sont des facteurs externes. Est-ce que vous pensez que là-dessus, on peut agir pour la plupart du temps? Certain. L'alarme de la sirène de police, on ne peut pas passer dans la rue. Par contre, il y a des choses qu'on peut agir. C'est ce qu'on va voir. Et ici, on parle de la psychodynamique. Ça veut dire les expériences, comme Madame nous disait, traumatisantes vécues dans l'enfance. Exemple, les émotions inconscientes, les systèmes de pensée, des valeurs, des croyances qui sont là, qu'on a ancrées dans notre jeunesse, dans notre enfance. Il y a des mécanismes de défense qu'on a commencé à utiliser lors de notre enfance. C'est souvent inconscient, un mécanisme, là, en passant. Puis il y a des réactions inadaptées. Le genre de « je me suis comporté comme un enfant, mais tu veux aller ». Ça, c'est des réactions inadaptées. Ça fait partie de la psychodynamique qui cause un stress, mais issu des problèmes d'enfance. On va les faire rapidement. Les émotions inconscientes refoulées vont provoquer souvent des comportements inadaptés. Exemple, un manque de confiance qui entraîne des troubles d'anxiété généralisés. De l'anxiété refoulée qui provoque de la procrastination. On sait bon, on ne fait pas ce qu'on a à faire. L'anxiété suite à un abus sexuel qui peut provoquer, exemple, j'ai retrouvé régulièrement des gens qui disent « Mais moi, j'aime ça le sexe,
j'en fais un métier. Pas de problème, moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, pourquoi tu le fais? Bien, c'est juste là-dedans que je suis bien. Oh, quand tu ne le fais pas, qu'est-ce qui arrive? Oh, et puis bien. Alors, ça devient une compulsion qui est fort attendue, pour la majorité des fois, c'est associé à des problèmes d'anxiété vécus dans son enfance. Souvent associés aux abus sexuels. Il y a aussi des peurs inconscientes qui provoquent des réactions d'agressivité, du mépris envers les autres ou des menaces verbales, ou à l'opposé, une personne qui se replie sur elle. Il y a peut-être des problèmes d'émotions inconscientes. L'autre élément, c'est des croyances qu'on dit, on croit depuis notre jeunesse qu'on est impuissant. On n'a pas évalué qu'on avait des capacités de faire face au danger, mais on a l'idée qu'on ne peut pas. Exemple, tu sais, se croire incapable d'approcher un chien ou des araignées, les gens vont me dire, « Ouais, depuis quand tu as ça? Depuis toujours. » Mais dites-vous que fort probablement que la personne a dans sa tête une croyance qu'elle a depuis longtemps qui l'amène à avoir ces peurs-là. Se croire incapable de se défendre contre le harcèlement sexuel. Beaucoup de femmes vivent du harcèlement. Je ne dis pas les hommes, vous n'en vivez pas, là, mais parce qu'on a encore plus, la plupart du temps, c'est les hommes qui sont les boss, fait que c'est souvent les femmes qui sont les subalternes. Et l'harcèlement sexuel s'entraîne souvent chez la femme. On dit, pourquoi tu ne le dénonces pas? Pourquoi tu fais rien? Ben, et là, probablement qu'elle a acquis une croyance profonde, qu'elle continue de se reproduire, qu'elle est incapable de faire face à ça, puis qu'elle n'a pas de moyen de s'en sortir. Les pensées déraisonnables, OK? Ceux qui ont vécu des situations de stress durant l'enfance peuvent croire qu'il y a des dangers à peu près partout. Entre autres, donner son opinion, croire que le rejet, l'abandon, c'est quelque chose d'insupportable et invivable. C'est comme si on a acquis ça, là. On a accepté ça dans notre enfance, puis on continue de reproduire les mêmes pensées. Imaginez-vous la fille qui pense ça, là, puis que le chum dit, ben là, c'est... Je te quitte. Je sais pas, mais le stress va monter au plafond. Hein? Croire que perdre l'amour de quelqu'un est insupportable. Alors, c'est des croyances. Des pensées négatives, et ça, c'est très répandu. 80% des gens vivent des problèmes d'estime de soi. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur valeur est en jeu. Dès que quelqu'un va faire un commentaire, dès que quelqu'un va faire un reproche, ou même ils vont constater qu'ils ont fait une erreur, immédiatement, ils l'associent à leur pensée. La pensée, ils l'associent à leur valeur. Il y a un commentaire, « Oh, je ne suis pas correct. Oh, je ne suis pas à hauteur. Oh, je ne suis pas grand-chose. Regarde-moi dans les. Hein? » Et là, on se dévalorise avec ces pensées négatives sur l'estime de soi. Croire qu'une rupture amoureuse est synonyme de non-valeur. Il me quitte, il est parti avec mon cœur. Puis moi, je ne suis plus rien. On entend ça, hein? C'est parce qu'on a acquis à ce moment-là des pensées négatives sur l'estime de soi. On va voir comment s'en sortir. Heureusement qu'on a des solutions. Et associer les erreurs à notre non-valeur. J'ai fait une erreur, je ne vaux rien. Je ne suis plus rien. Comme si l'être humain était un être parfait, genre sans erreur. Et souvent, on va utiliser les mécanismes de défense qui, lui, face aux situations stressantes, bien, on va reproduire des mécanismes. Ici, j'ai le cas d'une jeune dame. Ça vous est sûrement arrivé, les filles, hein? « Oh, t'as tombé une belle robe! » Oh, c'est une vieille robe. Ouais. Pourquoi qu'on le dit? Parce qu'on a peur que si l'autre nous dit ça, il y a peut-être anguille sous roche avec quelque chose de moyen. Fait qu'on a des mécanismes de défense qu'on va projeter. Elle n'est sûrement pas correcte si ça me dit ça. Et ça, regardez là, c'est beaucoup de personnes qui ont vu ces mécanismes-là. Ça peut être des mécanismes de déni, de justification, de dramatisation. C'est tous des mécanismes de défense qui font en sorte qu'on veut éviter de vivre la souffrance et notre système
lui, se défend de cette façon. Un peu comme une boîte électrique qui a des disjoncteurs. La situation arrive, elle mène du courant, et quand il y a le courant est trop fort, demandez qu'est-ce qui arrive, le disjoncteur, il saute. Mais les mécanismes de défense, c'est ça, dans notre système psychologique. Les choix déraisonnables. C'est là qu'on parlait des réactions irréfléchies. Ça, c'est souvent des choix qu'on fait inconsciemment qui, on se dit après coup, pourquoi je fais ça? Moi, je ne sais pas. Soit les gens qui ont associé la nourriture puis la peine. Avez-vous déjà vu ça? OK. Ouais, ben, c'est parce qu'on fait des choix déraisonnables qui sont associés à des émotions intenses qu'on a souvent acquis à l'enfance. Parce qu'on a vécu des situations difficiles à l'enfance, on a pris cette façon de faire pour se soulager. La chicane du père et de la mère, moi, je me bourre la face. Je ne vais pas les entendre. Hein? Alors, dès qu'arrive quelque chose, dès que les situations émotionnelles sont intenses, bouffe, bouffe, bouffe. Et là, on joue au yo-yo. Bouffe, maigri, bouffe. Hein? En Grèce, on maigrit. Avec d'autres problèmes, c'est ça. Ici, on parle des conflits de valeurs, c'est-à-dire des valeurs opposées. Vous avez sûrement entendu parler des exemples qu'il faut absolument être en amour pour avoir des rapports sexuels. Ça, à peu près 90% des filles disent ça, puis les gars ils disent non, non, pas besoin. Hein? Il me semble qu'on n'a pas les mêmes valeurs, les gars et les filles, là-dessus. Êtes-vous d'accord? Il y a à peu près 90% des filles qui disent qu'il faut être en amour. Puis les 90% des gars ils disent non, non. Entre les deux, il y en a d'autres, là. C'est ce qu'on leur a dit. C'est ce qu'on leur a appris, puis c'est ce qu'on continue d'avoir comme valeur. OK? D'autres, être en amour, on doit tout dire. Je vois souvent dans mon bureau, moi, des gens qui ont de la dépendance affective. Elle dit tellement tout qu'elle ne garde pas ses chums, tu sais. Elle est peut-être mieux de garder un petit secret, là. Genre, là. Quand tu dis la question, es-tu le premier avec qui je couche? Non, quelques-uns. Pas obligé de dire 150, là, tu sais. On associe souvent la maltraitance, le contrôle comme une preuve d'amour. Je vois souvent des jeunes adolescents, et c'est très répandu. C'est comme si ils m'aiment, je dois supporter, parce que ça fait partie de l'amour qui me contrôle au bout, qui contrôle mes sorties. À qui t'étais, à qui tu parlais. Il ne faudrait pas que tu regardes partir de l'autre, là, tes yeux, là, des ornières, là, comme un cheval, là. Et même de la violence. Les jeunes d'aujourd'hui sont souvent habités par l'idée que la violence est associée à l'amour. C'est pas assez tordu, ça? Hein? D'autres, les émotions opposées, aimer, c'est souffrir. Moi, j'entends ça, moi. Je l'aime, mais je souffre. Allô? C'est-tu assez opposé, ça? Me semble que c'est pas tout à fait pareil. La jalousie est une preuve d'amour. Ah non, mais il y en a qui le disent. Ah, vous l'avez appris, vous autres. Vous avez appris ça. C'est pas vrai. Il y a des petits peu plus âgés ici, là, qui ont l'expérience. Là. Ils ont parlé plus fort. Est-ce qu'à date, il y a des questions sur cette partie-là? C'est clair? OK. En résumé, le stress fait intervenir, on peut parler du stress par la médecine, la sociologie, la psychologie, et sous ces angles, on peut regrouper en deux volets. On peut dire les agents stressants, le changement, les causes externes, internes. On peut parler à ce moment-là d'une pression nerveuse. OK? Ça donne, il presse. OK? Alors que la réaction d'adaptation, on devient non plus dans la pression, mais on s'en va dans la tension nerveuse. Ça vous fait la différence des deux? Le système nous presse et on vit une tension plus ou moins importante. C'est beau? Pas trop compliqué jusque-là? OK. Biologiquement parlant, on va parler à ce moment-là que l'organisme, il y a la tension nerveuse. Et psychologiquement, on va parler de l'excitation ou la tension émotionnelle. C'est celle-là qu'on va travailler plus précisément, sur laquelle on a un contrôle ensemble. Mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de questions dans cette classe. Est-ce que c'est parce que je suis claire? On n'est pas
trop con. Vous n'avez pas de langue, vous avez peut-être peur de parler? Non. Qui veut venir prendre ma place? Non? Personne? OK. Les solutions. Je vais les passer, vous les avez en détail, mais on va les regarder. L'alimentation, les suppléments alimentaires, l'exercice, les solutions naturelles, les médicaments. De ça, on sait que dans l'alimentation, il y en a à éviter, puis il y en a à prendre. Faites attention à la caféine. C'est un élément le plus néfaste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va entraîner des problèmes là, de tension et de réaction de stress. Et on recommence à voir, là, il y a une liste selon les dernières études par un hôpital reconnu dans le traitement des maladies et du cancer. Vous allez voir, c'est vraiment le dernier cri là, de ce qui est à manger, ce qui est à éviter. Vous l'avez dans votre dossier, dans votre... Les suppléments alimentaires, ils peuvent nous aider. Alors, je passe quand même rapidement, mais un homéopathe peut vous aider. Alors, toutes les huiles, les suppléments pour augmenter notre capacité, notre système immunitaire, les antioxydants, on entend parler souvent, les antioxydants. On peut aller aussi à l'exercice. On reconnaît que l'exercice qui est la meilleure, c'est celle qui est plus de 15 semaines sur un traitement de plus de 15 semaines et pas nécessairement l'exercice qui demande beaucoup d'énergie, mais celle avec laquelle on va faire de façon régulière. Alors, ce n'est pas l'exercice qu'on suggère qui est forte, qui demande beaucoup d'énergie, mais celle qu'on va faire sur un plus long terme. Et on sait que prenez l'exemple, une marche le soir, ou peu importe la journée, là. Prenez une marche. N'est-ce pas un bon moment, là, pour dire, wow, je marche, je regarde ce qui se passe, et en même temps, les problèmes nous viennent à l'esprit, puis des fois, on trouve des solutions. Et les études reconnaissent que ça fait diminuer les problèmes de stress, et en plus, ça donne un sentiment de compétence, parce que souvent, c'est là qu'on trouve des solutions. Alors, pas besoin d'aller s'inscrire au gym, payer 350$ pour l'année, puis y aller 2 fois, 2 mois, au bout de 2 mois, après 1 mois et demi, vous avez arrêté. Il y a 1 fois par semaine, pour ça, vous arrêtez. Prenez des marches, la baignade, il y a plein d'exercices, vous allez voir dans le document. L'activité aérobie, c'est ça qu'on disait, de 2 à 4 heures, là, ça diminue l'anxiété. Et un programme de 15 semaines et plus, très important. On parle de faible intensité, ça réduit davantage que quelque chose qui est une activité très rude. Alors, on vous propose aussi des traitements naturels, c'est-à-dire le yoga, la méditation. Vous avez entendu parler de ça? Qui a déjà fait de la méditation ici? Levez la main. Méditation. Qui a fait du yoga? Ah, c'est bon, OK. Qui a fait de l'apprentissage de respiration? OK, très bon. C'est des moyens techniques. Faites-le. Parce que ça nous apprend à prendre conscience de notre corps. Ça nous apprend, la respiration, à identifier que notre corps est stressé. Parce que quand on marche, on fait les affaires, on ne se rend même pas compte qu'on est stressé. Tout à coup, quand on arrête, puis qu'on fait juste de dire, puis je ferme les yeux, puis je dis, oh, je respire. Juste à se concentrer, on se rend compte tout à coup, wow, j'ai de la tension dans le cou, j'ai de la tension dans les bras. Juste à prendre conscience qu'on respire. Inspirez et expirez. Vous êtes déjà en train de le faire. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que votre corps est stressé. Les médicaments sont utiles pour diminuer le stress, surtout si sous recommandation médicale. Ça peut être bien utile des fois quand on a un coup dur, perte d'un être cher, accident, etc. Et je veux dire qu'il n'y a aucune honte à prendre une médication. Vous êtes sûrement les premiers, quand vous vous cassez une jambe, d'accepter soit de porter les béquilles ou d'avoir une jambe dans le plat. Oui? Oh, il me semble que ça paraît. Ça, c'est correct. Me dire on va prendre des antidépresseurs, c'est comme si c'est la honte. Mais c'est parce que pour la plupart du monde, un bobo aussi, ça passe, mais là, c'est autre chose. C'est ça. Comme si les humains avaient juste un corps et pas d'esprit et pas d'émotion, ma chère. C'est ça. C'est ça le problème. Alors qu'il n'y a pas de honte à soi. Il n'y a pas de honte en soi.
comparez ça à des béquilles. C'est sûr que la plupart des médecins vont recommander un traitement pour l'anxiété, probablement médicamenteux, mais aussi, on va recommander de l'aide thérapeutique. Régulièrement, presque à 90 des médecins vont dire « Oui, je t'en donne, mais va voir un thérapeute. » Ceux qui sont dans la salle sont assez game pour lever la main. Qui a déjà pris des antidépresseurs? J'ai levé ma main aussi, hein? J'ai aussi levé ma main. Parce que moi aussi, j'ai eu besoin d'une béquille. Mais par contre, c'était le temps que je l'ai pris, c'est grâce à ce temps-là dans ma vie qu'aujourd'hui, je peux être ici avec vous autres ce matin. Parce que c'est grâce à cette aide psychothérapeutique que j'ai eue avec le docteur Roger que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre ce que je sais aujourd'hui et que j'enseigne aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas au loin, c'est peut-être l'occasion de comprendre ce que vous vivez et l'occasion de travailler sur vos problèmes émotionnels. Pas de questions encore, je suppose, hein? Non, on arrive encore à ça. Alors ici, on résume. Il y a 3 causes de notre stress émotionnel. Les molécules chimiques, c'est-à-dire tout ce qui va rentrer des hormones, soit endogènes ou exogènes. OK? Il y a aussi, quand on stimule notre système, pourquoi ça fait du bien prendre un bain chaud? Parce qu'on stimule notre système nerveux. On se sent calme. C'est une façon de se calmer physiquement. Mais la plus grande cause de nos émotions sur laquelle on a le plus grand pouvoir, puis qu'on peut agir même si on n'a pas de bain à côté de nous autres, parce que prendre un bain, ça prend au moins du bain. Hein? Ça prend un bain, ça prend de l'eau. Ça prend du bain, ça prend un bain. Ah, vous vous moquez de moi, là. J'entends rire du monde, là. C'est ça? Je suis pas en hauteur, je sais pas où. Oui, mais là, ce qu'on va vous proposer, on peut le faire n'importe où. Résumons ceci. Les 3 causes. On stimule le sensorimoteur, on stimule par des molécules chimiques ou on se cause des émotions par nos cognitions et nos pensées. Ça va? Oui. OK. On sait bien que l'alcool et les drogues, le problème avec ça, c'est sûr que ça calme un petit peu, là, des fois, là. Mais pas longtemps. Puis en plus, on risque de se retrouver dans un cercle vicieux. De la dépendance. Hein? Tout à l'heure, tu parlais de produits naturels, le pot, c'est naturel. Le pot, c'est naturel. Bien, écoutez, monsieur, si pour vous, c'est une occasion de vous déstresser, j'ai aucun problème. Et je ne partirai pas ici une polémique sur le pot. Attention, par contre, au cercle vicieux dans lequel vous embarquez quand vous prenez ce genre de produit. Alors, on vous recommande de travailler principalement sur les cognitions, qui est la principale cause sur laquelle on a un pouvoir. On va parler de nos cognitions, de nos idées, de nos interprétations, de nos croyances. Alors, pour ce faire, on va proposer l'approche qui s'appelle émotivo-rationnelle, qui est simple, efficace et qui a fait ses preuves. Toujours en période de questions. Il y a une question ici? Oui, madame. Mon Dieu, je suis contente. Au moins, j'ai quelqu'un dans la salle. Si le stress est le résultat de traumatismes vécus au cours d'une existence. Vous l'en vivez tous les jours. Oui, d'accord. Comment en sortir? C'est des choses qu'on ne contrôle pas, ça. OK. Alors, comme j'ai dit, si c'est l'extérieur, vous pouvez contrôler par l'alimentation. Vous pouvez, si c'est le système d'alarme, vous pouvez peut-être... Si vous avez vécu, je sais pas, un accident de voiture, quelqu'un que vous aimez qui se fait tuer devant vous, si vous avez été violé étant enfant, etc., comment vous gérez Ce stress-là? Oui. C'est parce que ce stress-là, là, aujourd'hui, si vous l'avez encore, il est dans vos idées. Parce que le viol, il a passé il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. L'accident est passé depuis 25 ans. Comment tu fais pour... Alors, oui, bien, mon Dieu, que c'est des gens super intéressés qu'il y a ici dans cette salle. On va l'apprendre ensemble. C'est ce qu'on va montrer. Effectivement. Alors, quand on a vécu des traumatismes, quand le traumatisme est passé, qu'est-ce qui nous retient
psychologiquement, on a des réactions émotionnelles, c'est là-dessus qu'on va travailler. Parce qu'on va voir quel est le lien entre nos cognitions et ces réactions-là émotionnelles. Bien là, quand on parle que c'est origine du passé ou dans une situation, oui. Mais les symptômes vont comprendre la réaction, mais l'état émotionnel, c'est l'état émotionnel qu'on va travailler. Comme on a vu, la principale cause est en haut, c'est les idées. C'est là-dessus qu'on va travailler, de nos états émotionnels. Alors, les motivos rationnels, je vous fais pas rapidement, on parle d'émotivos, on parle d'émotions. Rationnels, on va parler de raisonner, de devenir raisonnable dans nos pensées. Alors, écoutez, ce n'est pas quelque chose qui quelqu'un a décidé un jour ou l'autre de dire « Ah, moi, je vais créer l'approche ». C'est une approche qui est issue des pensées de philosophes anciens. Et ces philosophes-là ont développé ils ont écrit, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Et les philosophes, les stoïciens, avaient tendance à chercher un mode de vie. L'approche qu'on vous propose, c'est une approche qui va vous apprendre à changer une façon de penser, va vous amener à transformer en profondeur pour atteindre vos objectifs, mais transformer votre pensée, ce que vous êtes en mesure de changer. On parle des réflexions sur des effets et causes. Comment ça se fait que ça se fait comme ça? Pourquoi ça résulte comme ça? Et l'objectif du bonheur, c'était ce que les stoïciens ont fait. Ils ont travaillé leur vie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de Socrate. Ouais, ouais. Ah, Socrate qui a passé sa vie à questionner ses semblables pour que les gens répondent puis qu'ils commencent à comprendre. Wow! Quand tu dis que c'est ça qui te rend heureux, c'est vraiment ça. Il a passé sa vie à faire ça. Il s'est suicidé pour des raisons très... Il faudrait lire son histoire pour savoir pourquoi il s'est suicidé. Oui. Alors, être stoïcien, ça veut dire quoi? On va parler des stoïciens, entre autres, Épithète a écrit « ce qui trouble les âmes. Ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Alors, on va voir en définition cet élément. Ici, le psychologue et auteur Albert Ellis, c'est lui qui a créé l'approche émotivo-rationnelle. En passant, Albert Ellis, c'était un homme qui vivait énormément d'anxiété quand il faisait des présentations devant ses semblables. Il avait horreur de parler aux filles. Il ne fait pas parler, je les... Et pour régler ses propres problèmes, c'est lui qui a fait les recherches chez les stoïciens et c'est le démarrage de l'approche émotivo-rationnelle. C'est intéressant, hein? Quelqu'un a déjà entendu parler de Lucien Auger? Non, ça ne vous dit rien? Lucien Auger, c'est le père québécois. Lui, il a francisé l'approche ici au Québec. D'ailleurs, c'est de lui décédé, mon grand maître. C'est de lui que j'ai pris l'approche émotivo-rationnelle. C'était mon professeur. Il a écrit différents livres. D'ailleurs, j'en profite pour dire, il y a plein de cahiers. S'il y en a qui veulent feuilleter, des livres aussi qui sont disponibles. Alors, moi-même, dans l'approche émotivo-rationnelle, un élément qui était supplémentaire, ce qui était fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, on parlait de l'émotivo-rationnel plus au niveau de la raison. Puis, je ne sais pas, vu que c'est une fille, moi, là, une femme, commençait à développer qu'il n'y a pas juste la raison, il y a les sentis aussi. Et qu'on mettait souvent dans l'approche émotivo-rationnelle de côté. On mettait des mots sur ses émotions, mais l'expression, ça ne se faisait pas trop. Alors, moi, j'ai créé, avec les expériences que j'ai eues de travail, on ne l'a pas dit combien, parce qu'elle n'avait pas le temps de nous le dire, là, mais de plusieurs dizaines d'années, j'ai créé justement un CD de détente et d'introspection pour aller au cœur de nos émotions, de nos traumatismes du passé. Pas de questions? Ben moi, j'aurais un petit enfant, madame. Oui. Le stress, ils disent souvent que c'est des événements, des choses comme ça, mais des fois, c'est le stress, c'est juste un examen, une entrevue. Ça, c'est évident. Je vais tomber en plein pile, ça ne sera pas là. J'ai pensé à vous autres. C'est beaucoup de stress qu'on vit. Oui. Alors, si on définit c'est quoi un problème, quelqu'un dit c'est quoi un problème? Tout le monde a des problèmes, mais il y a peu de monde qui peut me dire c'est quoi un problème. Savez-vous c'est quoi un problème? Il n'y en a pas de problème, je te sens
Le problème, là, oui, il y en a. Le problème, c'est l'écart qui existe entre ce que tu projettes et ce qui arrive. Si je projette en pesant sur le bouton que ça change, puis je pèse sur le bouton, ça ne change pas, j'ai un problème. Entre ce que vous désirez planifier et ce qui arrive, vous avez un problème. Mais c'est pas un problème, c'est un obstacle. Oui, bien, c'est la définition du mot problème. C'est une définition du mot problème. Que tu me dises qu'on trouve des solutions, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. C'est ça. Alors, c'est la différence qui existe entre un objectif et la réalité.